De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, on aura un focus en 2 temps ce soir. Une première partie qui sera consacrée à la parentalité bienveillante. Et pour parler de ce concept d'éducation, nous recevons Morgane Montout, qui est psychologue. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi gardé, je l'ai retenu un petit peu plus longtemps que prévu, il s'agit de Sylvana Dolium, notre Miss Élégance Internationale France. Merci beaucoup d'être restée parmi nous. Et nous avons également sur le plateau, et pour la deuxième partie, Simon Vainqueur, le président de la Chambre des métiers d'artisanat de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Vainqueur. Bonsoir Canadis, bonsoir Harold. Et il est en compagnie de Willy Ramassamy, le secrétaire général de la CMA Guadeloupe. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur, bonsoir à la Guadeloupe. Et en deuxième partie, vous nous parlerez donc de la foire de Paris, puisque les inscriptions sont ouvertes auprès des artisans pour qu'ils puissent se joindre finalement à la délégation. Et on parlera de l'intérêt donc de participer à cette foire. Mais vous pouvez participer au débat en première partie. Monsieur Vainqueur, vous êtes papa ? Je viens d'être papy et je suis papa aussi. Papa combien de fois ? 2 fois. 2 fois ? Oui. Fille, garçon ? 2 garçons. 2 garçons ? Oui. Vous vouliez une fille ? Oui, mais malheureusement, la nature ne peut pas gâter, donc je n'irai pas plus loin, je m'arrête là. Je viens d'être papy. Vous avez démissionné là ? Oui, je laisse ça à mes fils. Très bien. Monsieur Ramassamy, des enfants ? Ramassamy, papa, oui, de 2 enfants qui me recollent d'ailleurs et que je salue. Papa de 2 enfants, fille, garçon ? Une fille, un garçon. Une fille et un garçon. Tout à fait. C'est bien réparti. Nickel. Madame Dolium, combien d'enfants ? 5. 5 enfants. Oui. Oh, 5 enfants. Oui. Alors là, ah quand même. Et vous êtes jeune en plus. Oui, ça ne les fait pas, mais c'est un choix. D'accord, 5 enfants. Alors, des filles, des garçons, on a de tout. J'ai 2 garçons et 3 filles. 2 garçons, 3 filles. Oui. Satisfaites ? C'est très bien comme ça. Alors, je reçois effectivement donc Madame Montout, qui est psychologue, puisque vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, vous communiquez beaucoup à destination des parents sur les réseaux sociaux, et vous réalisez des petites vidéos assez intéressantes pour aider les parents justement dans cette bataille qui est la parentalité. Dernièrement, je me suis penché un petit peu, je regardais un petit peu des écrits sur la parentalité bienveillante. Je ne crois pas qu'on sache exactement trop ce que c'est ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la parentalité bienveillante ? Alors, je dirais qu'à mon sens, déjà, la parentalité, c'est un processus. Donc, on ne sera pas le même parent qu'hier ou que demain. La bienveillance, on est également sur, pour moi, une incarnation aussi de valeurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas bienveillant pour être au clair avec la société, OK avec la société. On est vraiment bienveillant parce qu'on incarne des valeurs qui sont importantes pour soi et qu'on souhaite transmettre à son enfant. Dans finalement un besoin de comprendre ce qui se passe chez l'enfant, de comprendre ses besoins, de mettre un cadre adapté. Donc vraiment l'accompagner en toute bienveillance, en respectant ses propres besoins en tant que parent, en tant qu'être humain, mais aussi les besoins de son enfant. Donc finalement, cheminer dans une parentalité bienveillante, c'est vraiment voilà, un continuum, un processus. Et être tolérant envers soi-même. Donc un parent bienveillant, est-ce que c'est un parent qui autorise un peu tout à son enfant ? À aucun moment, bienveillance ne veut dire aucun cadre. La bienveillance, c'est comprendre les besoins. Par exemple, on peut effectivement avoir un enfant qui est en plein débordement émotionnel parce qu'on lui a refusé tel aliment. OK, il a raison, il est complètement débordé, cet aliment était bon si c'était du chocolat, donc son émotion est complètement légitime. Légitimité ne veut pas dire que parce qu'il pleure, parce qu'il est débordé, le cadre saute. Je comprends tes émotions, elles sont normales, elles sont légitimes, par contre c'est non. Donc bienveillance, mais cadre. Pas de cadre, c'est angoissant, c'est débordant, et là on a un problème effectivement. Donc bienveillant ne veut pas dire oui à tout. Absolument pas. Bienveillance, ça nécessite finalement de comprendre les besoins. On a des besoins, on a besoin de limites. On est aussi sur... il y a la loi, donc on a des devoirs en tant que parent. Donc c'est nécessaire finalement de proposer un cadre. Un enfant doit se cogner. J'aime parler de se cogner sur quelque chose qui peut être rembourré. Donc le cadre n'est pas nécessairement figé, mais si on ne se cogne pas, on est dans du néant, dans de l'angoisse. Donc on se cogne sur quelque chose qui est harmonieux. Parce que là, en fait, on constate un phénomène un peu avec les nouveaux parents, c'est qu'ils veulent effectivement un peu, j'ai l'impression, surprotéger les enfants. Donc, ils ne veulent pas les frustrer, donc apparemment, il ne faut pas leur dire non, il faut céder un petit peu à tout, et on dit que bon, il faut les laisser s'exprimer. Est-ce que c'est judicieux, ça ?
S'exprimer, oui, complètement. Pour l'expression. Donc, Oui, les quelle qu'elle enfants- soit l'expression. Moi, je pars du principe où c'est important de permettre à l'autre, donc un enfant, de s'exprimer. Plus il sera petit, plus l'expression va être complètement hors cadre social, hein, puisqu'il est trop petit, on est sur de l'émotionnel. Puis il va grandir, plus effectivement, la façon dont il pourra s'exprimer sera correcte au niveau social. Par contre, c'est important, effectivement, il y a une nouvelle génération de parents qui méconnaît un petit peu ce qu'est la parentalité bienveillante, avec ce qui est véhiculé aussi au niveau des réseaux sociaux où finalement il y a beaucoup de comparaisons sociales. On a effectivement ces projections ou ces représentations de parents parfaits, alors que absolument pas. La parentalité est semée d'embûches, et semée de doutes, d'angoisse. C'est un cheminement. L'imperfection c'est ça la parentalité. C'est vraiment faire avec ses imperfections, ses remises en question, le processus. Madame de Liam, qui décide à la maison? C'est moi. Est-ce que les enfants ont leur mot à dire? Est-ce qu'ils peuvent voter? Est-ce qu'ils peuvent décider? Comment ça se passe? Ça dépend des sujets. Je vais dire un truc tout bête. Hein. Je sais pas, peut-être ce soir, ils vont me dire, bon, on veut manger des frites. Là-dessus, je peux céder. Mais c'est vrai que dans l'éducation de mes enfants, j'ai instauré des limites. Ça, c'est des trucs qu'il faut faire dès le plus jeune âge. Parce que du moment où l'enfant il a compris comment maman il fonctionne, après, c'est foutu. Hein. On ne peut plus rattraper. Donc il faut le cadrer directement. Oui. Donc vous, c'est je t'aime bien, oui, je t'aime beaucoup, tu es mon Oui, enfant. mais il y a des règles. Il y a des règles, calme-toi. C'est ça. D'accord. Maman un peu dure? Pas toujours, mais je sais me faire comprendre quand il le faut. Déjà, quand on en a 5, On est obligé. ils sont en supériorité numérique hein, déjà. Non, ça va, j'ai pas des enfants qui sont très désagréables, ils sont plutôt grands et autonomes. Parce que c'est l'éducation que je les ai instaurée dès le plus petit jeune âge. D'accord. D'accord. Donc carré, direct. Monsieur Vainqueur, Oui. vous étiez comment, vous? Oh, je suis parent normal, je dirais. Hein, donc, Déjà, est-ce que vous avez été élevé à la Dio, vous? Puisqu'on est d'une génération où mais- déjà c'est fermé bouchard, on fait ça, il y a tout fait. Déjà. Écoutez, je profite de votre antenne pour saluer mon père qui aujourd'hui a 92 ans et ma mère qui a 84 ans. Donc, maman et papa, je pense que vous m'écoutez, donc bonsoir. Et mon père était très, très, très dur. Il nous a élevés à la Dieu, mais oh, combien ça fait du bien, vraiment. Et ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, moi-même, je suis le parent, j'ai 2 fils et je leur ai, je les ai formés à ma façon, à ma manière. Il fallait de la rigueur, elle l'a dit, hein, il faut un cadre, hein, donc ça a été cadré. Mais aujourd'hui, je suis fier de mes 2 fils et là, je viens d'être papy il y a 2 mois. Et bien, demain fera 2 mois, pile poil. Donc, écoutez, j'espère que mon fils retiendra les valeurs que je lui ai transmises. Est-ce qu'il t'écoute déjà? Ah oui, véritablement, oui, oui. Mes enfants sont à mon écoute et vraiment, ça se passe très bien. Je suis, je dirais, fier de mes fils, oui. Qu'est-ce que tu as fait justement? Qu'est-ce que tu penses qui a fonctionné dans l'éducation pour qu'ils se confient à toi, pour qu'ils aient confiance et tout? Eh bien, écoutez, il faut être un père, je dirais, avec une certaine dureté, mais il faut aussi lâcher du lest quand il le faut. Et j'étais toujours le papa attentif, mais j'étais aussi le papa qui sait sévir quand il faut. Et l'éducation, mon père n'a pas rigolé avec moi. Je n'ai pas rigolé avec mes fils. Donc aujourd'hui, on a le résultat qu'on a. Mais c'est ma fierté, mes 2 fils. Donc, et d'ailleurs, je sais qu'il m'écoute. Hein. Je sais que mon fils en métropole, il m'écoute. C'est celui qui vient avec moi. Il est là récemment. Donc, Maxime, je t'embrasse et Christopher aussi. Donc, je vous dis, papa vous fait un grand coucou. Et puis, Chébérel. Tu as dit je t'embrasse. Donc tu dis des petits mots, J'adore mes enfants. affectueux? Ah oui, oui, j'adore mes enfants. C'est mots affectueux. Mais c'est pas débuté comme des cartons. Hein. Comment? Est-ce que tu entendais ça, toi, dans ton... Mon père ne le disait pas, mais le montrait souvent. Parce que papa, je me rappelle, tous les soirs, quand il rentrait, nous étions 7. J'ai 3 grands frères et 3 petites sœurs. Et tous les soirs, quand il rentrait, il nous emmenait du chocolat, des sodas. Papa a toujours amené des choses à la maison. Il était dur, éducation dure, sévère, mais ô combien avec beaucoup d'amour. Notre papa nous a donné beaucoup, beaucoup d'amour. Et ma mère aussi, d'ailleurs. Hein. Encore plus maman, hein, parce que maman était là H24. Mais c'est un père, je dirais, formidable et une mère aussi très, très attachée à ses enfants. Papa, maman, je vous aime. Donc, l'éducation, finalement, l'éducation un peu dure, mais avec des petits moments de douceur, pour toi, ce serait le meilleur compromis? Il me semble, oui, oui, bien sûr, parce qu'il faut être à l'écoute, hein, et puis il faut être dans l'observation. Vous savez, vous avez des enfants, mais chacun a son caractère. Ce ne sont pas des clones. Chaque enfant diffère de l'autre. Hein. Donc, j'ai 2 fils, ils ont 2 caractères complètement différents. Mais je fais avec, j'ai appris à les écouter, à les observer.
Et puis, ça m'a servi pour pouvoir faire leur éducation. Et puis, aujourd'hui, j'espère qu'ils vont mettre en pratique ce que moi, je leur ai transmis, en fait. Monsieur Ramassami. Oui. Ramsamy, votre éducation est celle que vous avez choisie pour votre enfant. Moi, j'ai eu une éducation, comme tous les jeunes de ma génération, relativement stricte, mais consentante. Moi, je suis peut-être dans la bienveillance avec mes enfants. C'est-à-dire, Donc, vous êtes plus dans la bienveillance, oui. qu'avant. En fait, une éducation rigoureuse, en confiance et bienveillante, effectivement. Qu'est-ce qui diffère finalement de En fait, votre gestion et celle de vos parents? Les enfants d'aujourd'hui sont différents. Bon, leur éducation est différente de la nôtre, de nos Déjà, la parents. société est différente. La société est différente, le monde dans lequel ils évoluent est différent, donc il faut s'adapter. Les exigences qu'on pouvait avoir avec nous à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'échanges entre eux, on ne peut pas avoir les mêmes exigences aujourd'hui, mais il faut savoir moi je dis parler. L'éducation, c'est d'abord d'une part la confiance, le dialogue, les échanges. Et en fait, c'est ce que modestement j'essaie d'appliquer avec mes enfants. Donc, Ils sont encore jeunes, mais en tout cas, ça, comme dit madame, c'est aussi des limites. Parce que très tôt, il faut que les enfants connaissent les limites, sachent ce qu'on peut accepter, ce qui est tolérable. Et c'est aussi ce qu'on s'efforce de mettre en œuvre. Et aussi, l'éducation, c'est pas une seule personne, c'est les parents, c'est un couple, un homme et une femme, et en dehors, le cercle familial. Puisqu'aussi, par rapport à ce qui existait d'antan, c'est qu'avant, tout le monde participe à l'éducation des enfants. Il y avait les parents, les tatis, les marraines, les parrains. Aujourd'hui, on a souvent des familles, quelquefois mononucléaires, avec un parent, souvent une mère, quelquefois plus deux, avec des plutôt resserrés. Et je crois que ça fait aussi la différence. Est-ce que ça ne fait pas des parents trop laxistes? Est-ce que ça fait pas des parents trop laxistes? C'est un papa gâteau, lui. Papa gâteau. Ah oui, Donc, oui, très oui. laxiste alors. Ah non, Très permissif. Gâteau ne veut pas dire laxiste. Gâteau, alors gâteau, je sais pas. Il y a plus gâteau avec la fille? Non, en fait, les deux, les enfants sont Ah oui. on les a choisis, on les a voulus. On va parler à monsieur Vainqueur directement. Est-ce que ces enfants profitent d'eux? Est-ce qu'ils profitent de lui? Écoutez, moi, d'après ce que je vois, je les ai rencontrés à quelques reprises, mais ils sont attachés à leur père. Je vois qu'ils le collent, ils lui montent dessus. Donc, je dis vraiment, je n'ai pas de mots pour pouvoir qualifier ça. Vraiment, c'est un papa adorable, c'est un papa gâteau, c'est un papa à l'écoute de ses enfants. Mais comme il l'a dit aussi, je pense qu'il doit sévir quand il le faut aussi, puisque je l'entends des fois au téléphone, des fois quand nous sommes en conversation téléphonique, il sait mettre le haut là quand il le faut. On babille quand il faut. Ah, bien sûr, puisque c'est comme dans la vie professionnelle, il faut savoir mettre une limite et faire savoir que la limite est atteinte, puisque sinon, c'est la porte ouverte à bien des débordements. Et comment limiter son enfant, finalement, sans qu'il se dresse contre nous, ou que la société, effectivement, nous qualifie de mauvais parents, parce qu'on est un petit peu brut, on est un petit peu... voilà. Déjà... Excusez-moi. Oui. De toutes les façons, on fera toujours différemment que les parents qui sont en face de nous. Donc, de toutes les façons, il y aura toujours des personnes pour critiquer. Donc, c'est important, finalement, l'échange, de verbaliser. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, que la société était différente à un moment donné. Oui, elle était différente. Les ressources étaient différentes. Les luttes étaient différentes. Donc, finalement, aujourd'hui, on est dans une société qui est complètement différente. Donc, aujourd'hui, c'est important, finalement, de passer par la verbalisation. L'explication. Ça ne veut pas dire justifier et laisser la porte ouverte, mais en tous les cas, avant de passer à l'acte, de poser un cadre quel qu'il soit, c'est important d'expliquer pourquoi. Plus un enfant va comprendre les enjeux, ça ne veut pas dire qu'il va les accepter, il est en droit de ne pas vouloir les accepter. Ça ne veut pas dire que le cadre va bouger. Donc déjà, verbaliser les choses et vraiment accepter de le considérer vraiment comme un être à part entière avec des besoins et des désirs qui sont différents de ceux d'un parent et des autres. Encore une fois, la façon de... Plus un parent va être débordé, c'est-à-dire que moins il aura des ressources pour faire face un petit peu aux situations qu'il déborde, plus les émotions vont prendre le dessus et plus le parent va potentiellement se sentir débordé et avoir finalement un comportement des cris, d'étapes, etc. Donc réfléchir en amont à, ok, qu'est-ce qui est important pour moi dans l'éducation? S'il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Comme ça, j'ai un plan A, un plan B, un plan C. Peut-être qu'on va arriver au plan D. Taper, gronder, etc. Mais au moins, j'aurais eu d'autres stratégies pour essayer autant que faire se peut de considérer cet enfant avec des besoins et finalement un cerveau qui est complètement immature.
par rapport au nôtre d'adulte. Ouais, Donc mais vraiment, communication. Certains diront que taper, bon, c'est un échec. Parce Au que dans regard la de- nouvelle société, Au regard de la loi, taper, Ça ne m'a pas tué, ça m'a fait que du bien. moi aussi, bon, j'ai eu le même traitement, on est bien debout, hein, n'est-il pas? au regard de la loi, ce sont des comportements qui sont répréhensibles. Eh oui, D'accord, donc ton ça, enfant c'est- peut te faire incarcérer. Exactement. Il est important quand même de savoir que oui, on a la fâcheuse tendance à se dire je ne suis pas mort. Ok. Par contre, aujourd'hui, en tant qu'adulte, il y a quand même des souffrances qui sont liées à la façon dont chaque parent a accompagné un enfant. Oui, l'éducation à la dure, le comment dire je t'aime, le comment prendre en compte les émotions. On est dans une société où facilement, hein, si je dois parler de projection de représentation, on va facilement dire les hommes n'expriment pas leurs émotions. Oui, parce que finalement, un garçon qui pleure, on va facilement lui dire un garçon, ça ne pleure pas. Pourquoi on va finalement verbaliser un enfant, un garçon qui n'a pas le droit de pleurer et s'attendre à ce qu'un adulte, un homme, ne soit pas en capacité de comprendre qu'est-ce que c'est la colère, la tristesse de sa partenaire et qu'est-ce qu'on fait. Pour ça, c'est décodage en amont. Donc il y a des répercussions. Voilà, l'idée, c'est pas de dire que c'était bien ou mauvais avant, mais en tous les cas, il y a des conséquences. Il y a des répercussions. Il y a des répercussions, mais qu'on n'imagine pas toujours en lien avec la petite enfance. D'accord. Oui, Ça complètement. peut être grave par la suite? Disons que c'est important finalement de faire un travail d'introspection et de se questionner finalement. C'est-à-dire que je reviens un petit peu à cet homme qui va peut-être voir sa compagne effondrée. Lui, il sera peut-être inconfortable par rapport à l'émotion qu'elle va renvoyer. Et peut-être lui dire de manière assez violente, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va pas, je pleure. Donc, si tu es mal à l'aise avec mon émotion, caresse-moi, dis-moi que je suis là, je ne sais pas trop. Voilà, mais accueille mon émotion, j'ai besoin de pleurer. Laisse-moi pleurer, accompagne-moi. Donc oui, finalement, il y a des répercussions. Est-ce que c'est grave? On a des relations qui sont peut-être pas des plus harmonieuses possibles. Et on a un homme qui, alors j'ai pris vraiment un schéma stéréotype et je suis anti-norme sociale, mais le plus simple. Mais on a un homme qui ne sait pas comment gérer ça. Est-ce qu'on le lui a appris? Est-ce qu'il a eu l'espace pour le faire? Pas nécessairement. Donc, les générations sont différentes, mais on a quand même des répercussions sur ce qui s'est mis en place au niveau de la petite enfance. Donc il faut être très attentif finalement à comment effectivement son enfant aussi réagit à nos réactions finalement. Oui, attentif sans rentrer non plus dans une angoisse perpétuelle de se tromper. Il faut se tromper. Pour moi, un excellent parent, c'est un parent qui dit « Ok, là, je peux pas. Ok, là, c'est trop pour moi. Ok, je pars. Je pars, je vais souffler. » On dit qu'en tant que référent, bon, tu es un peu le socle de la famille, donc limite que tu n'as pas le droit de vaciller, quoi. Un socle a ses ressources, un socle a ses fragilités. Donc l'idée, c'est d'être vraiment conscient de ses fragilités pour pouvoir, autant que faire se peut, y pallier. Mais on est des êtres humains. Et j'ai envie de dire que la beauté de l'être humain, c'est son caractère faillible, mais aussi le fait qu'il puisse aussi être systématiquement dans une notion d'apprentissage. Mais on est des êtres faillibles. Et c'est ça la beauté d'un être humain. Un enfant, il a besoin de se dire « Ok, là, j'ai dépassé les limites. » Ou « Ok, là, mon parent, il n'est plus en capacité de recevoir mon émotion. Il a besoin de s'extraire pour gérer tout ça. » C'est important. Parce qu'un enfant n'est pas non plus là pour se construire en se disant que les adultes qui sont autour de moi sont tout puissants parce qu'ils sont là envers et contre tout. Oui, ils seront certainement là envers et contre tout, mais chacun a ses limites. Et on est des êtres humains, c'est important de respecter les limites de chacun. Donc poser des limites, oui. Accepter ses limites en tant qu'être humain, en tant que parent, et les limites de son enfant, qui ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que montrer à son enfant certaines incertitudes ou dire aux enfants « je ne sais pas », c'est pas se pénaliser pour plus tard? Pourquoi? Pour sortir de cette casquette de parent tout-puissant? On n'est pas tout-puissant. Non, Et mais finalement, on veut instaurer une espèce de rapport de force et de domination, en fait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, en fait. L'enfant reste à sa place d'enfant et le parent, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide, c'est lui qui, finalement, sait tout, entre guillemets. mais est-ce qu'on sait réellement tout? Non, pas du tout. On fait semblant. Est-ce qu'on est réellement là pour faire semblant? Pas nécessairement. A priori, non. A priori, non. Moi, je trouve intéressant, effectivement, de se positionner dans une posture de « on n'est pas tout puissant ». Par contre, ok, je ne sais pas, on peut peut-être y réfléchir ensemble, ou je ne sais pas, je reviens vers toi
d'ici quelques temps, je vais réfléchir, etc. Parce que c'est ça aussi, se transcender, sortir de sa zone de confort et essayer de trouver des solutions. C'est ce qu'on va finalement inculquer à un enfant. Ok, là mon parent ne sait pas, je regarde qu'est-ce qu'il met en place. Il est allé demander, il est allé chercher, etc. Il est revenu, il ne sait pas. Enfin, on est quand même dans un processus de construction identitaire. Donc ce sont des valeurs aussi qu'on transmet. On n'est pas tout puissant finalement, parce que si on est dans une posture de toute puissance, qu'est-ce qu'on va renvoyer à notre enfant? Que l'adulte, tout ce qu'il dit, il le fait. Quand on regarde la société actuelle... Au niveau de l'exemplarité, bon, c'est pas toujours ça. C'est ça. Donc il faut aussi l'accompagner. Moi, je suis plus dans un accompagnement au niveau de l'éducation à faire face à la réalité de la société. Tu n'es pas d'accord, tu le dis. Avec les normes sociales, mais tu le dis, ok, qu'est-ce que tu proposes en parallèle? Donc comment t'accompagner pour que tu puisses avoir une démarche de construction, de proposition, etc. Donc les limites, oui, mais acceptation, on n'est pas dans une toute-puissance. D'accord. Et leur donner, effectivement, bon, ils ont le droit d'exprimer Oui. leur avis, mais est-ce que, j'extrapole un peu, hein, c'est des cas de figure qui peuvent intervenir, est-ce que ça ne les rend pas insolents? Le fait de les autoriser à répondre systématiquement, sachant qu'un enfant teste toujours, ils en abusent, hein, est-ce que c'est pas un pari risqué, ça? Ben, on est sur un continuum, donc tout extrême est dangereux. Trop de bienveillance est dangereuse, trop finalement de rigidité l'est également. Encore une fois, leur donner l'aspect un peu permissif. On fait tous des caprices hein, en tant qu'adultes. Oui, c'est vrai. Et en termes, il y a aussi un paramètre à prendre en compte, l'immaturité cérébrale d'un enfant. Il n'est pas en capacité de pouvoir gérer des débordements émotionnels. Nous, on a cette capacité au niveau cérébral. On peut réfléchir en se disant, ok, il s'est passé ça, je vais souffler, etc., etc. On est en capacité de mettre des stratégies. Pourtant, le nombre de fois où on déborde est incalculable. Donc pourquoi s'attendre à finalement à ce qu'un enfant qui soit dans une immaturité, une incapacité de pouvoir finalement mettre en place ses comportements, pourquoi est-ce qu'on va l'attendre de lui alors que nous, on n'est pas en capacité de le faire? Donc il y a un accompagnement en ce sens et l'idée, c'est qu'il puisse exprimer au fur et à mesure de ses capacités, ses émotions dans un cadre socialement acceptable. Puisque c'est ce que la société nous demande. Il faut qu'on exprime nos émotions, mais de manière la plus acceptable possible, au regard des libertés de chacun, de la loi, etc. Mais c'est aux parents de bien cloisonner tout ça. Bien mettre des limites à l'enfant à chaque fois qu'il déborde. Peut-être le laisser déborder, mais venir après et dire non, là je pose une limite. Ben, il a le droit de déborder, effectivement, mais ok, là, tu es débordé, je comprends ta colère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu veux souffler? Bon, si c'est un petit, etc. Par contre, le cadre reste le même. Parce qu'un enfant qui va déborder en fonction de son âge, qu'on va laisser pleurer, tu es pas content, tu pleures, ok, donc je te laisse pleurer. On a aussi des dégâts au niveau du sentiment de sécurité interne, de la confiance qu'il va avoir aux autres, de son cerveau, d'un stress qui va être tellement conséquent qu'on aura un enfant qui va déborder. Donc il y a un accompagnement à faire à ce niveau-là, effectivement. Il exprime, ok, on accompagne. Est-ce que les cerfs ont le droit de pleurer? Oui, tout à fait. Ils ont le droit de pleurer. Bon, en fait, moi, quand je les gronde, ça dure jamais toute la journée ou toute la nuit. Au bout d'un moment, j'explique après pourquoi j'ai dit non. Et c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, c'est tout. Bah oui. La dictature! Non, pas de la dictature, mais ils sont encore jeunes. Si je dis non, que j'estime qu'il ne doit pas aller là, je lui expliquerai pourquoi le temps d'aujourd'hui est brutal et violent. Donc, j'explique qu'à ton âge, tu n'as pas été dehors à cette heure-ci. Après, il va bouder, il va pleurer, mais après, il va se calmer. Et puis là, on est vraiment sur de la sécurité aussi, un cadre. Donc, il y a des choses qui ne sont pas à négocier, encore moins pour un enfant. C'est sûr, mais il y a des parents, bon, ils pleurent, c'est bon, je cède. Hein. Mais là, c'est le parent qui a aussi des problèmes avec la façon dont il va concevoir ses propres émotions. Et on en revient aussi généralement à son enfance. Voilà. Mais si le parent n'est pas en capacité de gérer ses propres émotions, comment il va gérer les émotions d'un petit qui est en train de pleurer? Pas possible. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. On espère vous revoir très prochainement sur notre plateau. On va rappeler effectivement que vous avez donc une page sur Instagram, Parentalité en mieux-être, où il y a des petits modules, il y a des petites vidéos justement pour aider les parents dans cette mission extrêmement compliquée. Et j'aimerais bien qu'on parle dans les jours à venir du fait qu'on ne veut plus d'enfants. On est dans une société maintenant qui ne veut plus d'enfants.
on est en train de mettre des mécanismes d'autodéfense contre les nouveau-nés. C'est incroyable, mais j'aimerais beaucoup qu'on en parle. On se quitte pour une petite page de pub et on revient avec nos invités en plateau. On parlera de la foire de Paris avec la Chambre des métiers et d'artisanat.